Notre invité ce matin, Thomas Piketty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, économiste. Vous avez coécrit aux éditions du Seuil pour un traité de démocratisation de l'Europe. Thomas Piketty, vous, évidemment, vous travaillez en ce moment pour Benoît Hamon, auprès de Benoît Hamon, parce que vous restez évidemment universitaire, économiste, mais vous travaillez aussi auprès de Benoît Hamon, notamment sur les questions européennes. Je vais y revenir. Mais comme vous êtes engagé maintenant en politique, hein, Thomas Piketty, ça doit vous faire drôle d'ailleurs, ce monde politicien, non? J'emploie à dessein le mot politicien. Oui, je le connais quand même depuis un certain temps. Oui, mais là, moi, je continue, de l'intérieur, là. Oui, enfin, moi, je continue de me battre pour des idées. Moi, vous savez, d'ailleurs, j'ai écrit un livre. Hein, oui, donc, le but, c'est de faire œuvre de pédagogie et de porter des idées dans le débat public. Donc, moi, je suis là. Moi, je suis pas membre du Parti socialiste. J'ai jamais été membre d'aucun parti politique. Je suis là parce que je défends ce projet sur l'Europe. Et je pense que Benoît Hamon, c'est le seul candidat vraiment européen dans cette élection. Il y en a certains qui veulent faire croire qu'ils sont pour l'Europe, mais c'est pour l'Europe d'hier. C'est l'Europe du statu quo. C'est l'Europe où on change rien. Ça, il y en a deux qui sont comme ça, qui disent, en gros, on maintient les le deux, traité c'est François budgétaire. Fillon et Emmanuel Macron. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce qu'il y en a un. Fillon, c'est celui qui a négocié le traité budgétaire européen quand il était Premier ministre, et l'autre, Macron, il l'a appliqué lorsqu'il était secrétaire général. Donc il pourrait faire un mea culpa, dire on a fait des erreurs, mais c'est pas trop leur caractère apparemment ces temps-ci. Et puis il y en a deux autres, Le Pen et Mélenchon, qui malgré toutes leurs différences, et je les mets pas du tout dans le même paquet, ont quand même comme point commun de vouloir nous embarquer dans une sortie généralisée, une explosion généralisée. Et le seul qui propose vraiment une solution qui permette de profondément démocratiser l'Europe pour changer la logique des choses, et en particulier pour mettre l'austérité en minorité avec cette proposition d'une... Pardonnez-moi, j'ai une quinte de tout, je vous en prie. Avec cette proposition... on va m'apporter un peu d'eau. D'une assemblée démocratique de l'euro, où chaque pays serait représenté en proportion de sa population, avec un certain nombre de députés nationaux. Donc très concrètement, c'est très concret. On a aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 24% de la population de la zone euro. Donc si on partait sur une assemblée démocratique avec 100 sièges pour simplifier, il y aurait 24 députés allemands issus de tous les groupes politiques du Bundestag, 20 français, 18 italiens, 14 espagnols. Au total, les 4 grands pays, c'est 76. C'est 76%. Encore faut-il que l'Allemagne soit d'accord. Je vais vous dire pourquoi la question n'est pas si simple. La question n'est pas si simple parce que jusqu'ici, la France n'avait jamais fait une vraie proposition d'union politique et parlementaire. Si vous voulez, la France, historiquement, enfin depuis très longtemps en tout cas, se plaint beaucoup de l'Europe, se plaint de Bruxelles, se plaint de l'Allemagne, se plaint du monde entier parfois. Mais en termes de propositions concrètes pour une refondation démocratique et sociale de l'Europe, on n'a jamais vu de projet précis. Et aujourd'hui, les candidats qui disent on va changer des choses, il y a aucun projet précis. Vous regardez Macron, il y a aucun projet de traité. Donc ça, on a déjà vu en 2012 ce que ça donnait. C'est-à-dire qu'en 2012, quand Hollande et Macron sont arrivés au pouvoir sans aucun projet précis, là, la nouveauté, c'est que la France, en tout cas au niveau d'un candidat à la présidentielle, met sur la table un projet d'union parlementaire. La démocratie parlementaire, c'est au cœur des valeurs de l'Allemagne. On est bien d'accord, donc, mais ce Parlement... Elle ne peut pas dire non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Si l'Allemagne dit non à un projet de démocratie parlementaire dans la zone euro, basé sur un principe simple, un homme, une voix. C'est-à-dire que chaque pays, l'Allemagne est représentée en proportion de sa population, la France aussi, et voilà, ce sera la règle de la majorité. Donc, si l'Allemagne vraiment refuse toute discussion sur toute idée d'union parlementaire de la zone euro, très franchement, c'est l'Allemagne qui se mettrait dans une position de rejeter l'Europe. Je vais revenir sur l'Europe. Je vais revenir sur l'Europe, Thomas Piketty, en parlant de cette assemblée, donc de la zone euro, qui ne serait pas une structure supplémentaire, si j'ai bien compris. Hein. Je vais y revenir. Aucun salaire en plus. Ils sont tous déjà députés. Non, mais parce que c'est important. Mais c'est important. C'est un travail en plus pour les députés, mais c'est pas des fonctions en plus. Thomas Piketty, simplement, je voudrais que nous regardons un peu l'actualité vite fait, comme ça on va évacuer et nous reviendrons sur les questions européennes et sur le programme de Benoît Hamon. Mais l'actualité, c'est quoi? C'est François Fillon qui crie au complot. Vous y croyez, vous, au complot venu de l'Élysée contre lui? J'ai pas l'impression. Enfin, moi, j'ai pas d'informations particulières, mais je vois bien qu'il y a des affaires qui sortent. Bruno Le Roux, Cahuzac, Fillon. Ça sort de tous les côtés. Il se trouve que sur Fillon, c'est quand même particulièrement grave. Mais écoutez, moi, ce que je trouve triste, c'est il faut qu'on débatte du fond. On a un mois pour débattre du fond. Là, ces affaires judiciaires, ça prend tout l'espace dans le débat. Et surtout, ça a fait chuter Fillon tellement, et donc Macron qui monte tellement, que maintenant, on est dans une logique de vote stratégique
politiques, ou même des gens qui sont vraiment pas très convaincus par Macron et pourraient préférer le programme de Hamon, se disent tiens, je vais voter pour Macron, pour Matignon. Il faut sortir là de toutes ces considérations tactiques et enfin parler du fond. On a un mois pour parler du fond, c'est quand même à ça que ça sert une campagne électorale. Et je veux dire que sur le fond, le candidat qui est le mieux placé pour contrer l'extrême droite, c'est Benoît Hamon, parce que c'est celui pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je vais y revenir. Hein. Non, il y a beaucoup de points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Et moi, oui, il y a beaucoup de points communs évidemment dans la volonté de rechanger, de réorienter l'Europe. La différence, c'est que Benoît Hamon, il met un plan A pour réformer l'Europe, pour démocratiser l'Europe sur la table. Alors que Mélenchon, on a un peu l'impression qu'il pense surtout au plan B qui est la sortie. Et moi, je comprends sa menace avec le plan B, mais je pense qu'il devrait surtout présenter un plan A crédible. Bon. Et pour l'instant, il ne nous dit pas vraiment, Mélenchon, voilà, moi, hier, il a un talent incroyable lundi soir dans le débat, franchement, tout le monde l'a vu. Mais en termes de propositions concrètes sur comment on va gouverner démocratiquement l'Europe, parce que il va pas, Mélenchon, imaginons qu'il gagne la présidentielle, il va se retrouver là en tête à tête avec Merkel, à décider l'impôt sur les sociétés en commun, les ordres à donner à la BCE. Il lui faudra bien une assemblée démocratique pour gouverner l'Europe. Donc moi, ce que je dis aux électeurs qui sont tentés par Jean-Luc Mélenchon et à Jean-Luc Mélenchon, c'est aidez-nous à améliorer ce projet. Ce projet, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Il est sur la table. J'ai l'impression avec Benoît Hamon qu'il faut toujours l'aider. Non, attendez, nous on pense qu'il est bon comme ça, ce projet. Lundi soir, on avait envie de l'aider, Benoît Hamon, parce qu'il était un peu absent de ce débat. Non. Benoît Hamon, il est peut-être un peu moins mégalo que les quatre autres. Donc ça peut donner, oui, c'est vrai, je le pense. Alors ça peut donner l'impression qui s'impose moins. Mais vous savez, je crois que pour finir, c'est plutôt une qualité de considérer. Lui, il considère qu'il n'est pas un homme providentiel, un président providentiel. Il a une démarche collective et surtout sur le fond, parce qu'à un moment, ce serait bien qu'on regarde le fond. Il a des propositions qu'il a très bien expliquées d'ailleurs lundi soir pour revaloriser les bas salaires, revaloriser les bulletins de paye. Il a donné des exemples très clairs. Le SMIC net passerait de 1150 à 1350 euros grâce au système de revenu universel versé directement sur le bulletin de salaire. Donc sur tous les bas salaires jusqu'à 1,9 SMIC, c'est une revalorisation des bulletins de paye. Ça c'est du concret. Démocratiser l'Europe et enfin, pour la première fois, se donner les moyens de réorienter dans une direction plus sociale l'Europe. L'Assemblée démocratique de la zone euro, c'est du concret. Oui, donc je vais revenir sur le projet de Benoît Hamon. Je voudrais évacuer encore les questions politiques. Jean-Yves Le Drian, qui a choisi Emmanuel Macron, trahison. Est-ce que c'est une trahison à vos yeux ? Écoutez, que les éléphants socialistes rejoignent Macron, moi je suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne chose pour Macron. Bon, après il y a la démocratie. Un homme populaire, hein, Jean-Yves Le Drian. Un bon ministre de la Défense. Oui, écoutez, franchement, je n'en sais rien. Oui, moi, je suis pas. Enfin, bon. Écoutez, tout ça, c'est vraiment des histoires. Tout ça, un peu de l'opportunisme de gens qui suivent. Mais dans l'entourage de Benoît Hamon, on était opportuniste aussi, puisque Arnaud Montebourg, il y a 8 jours, appelait Jean-Luc Mélenchon à se retirer au profit de Benoît Hamon. Vous avez entendu ça? Non, mais ça, c'est normal de s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon pour leur expliquer qu'effectivement, c'est quand même dommage. C'est quand même, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon devrait se retirer. Non, il faut convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon de voter pour Benoît Hamon pour réussir à faire masse et à contester la première place du premier tour et les 2 premières places du premier tour. Moi, je pense que tout ça va se terminer très probablement avec 3 ou 4 candidats entre 15 et 20% dans un mouchoir de poche, exactement comme on a eu en 2002, parce qu'il n'y a pas d'enthousiasme ni pour Macron ni pour Le Pen d'ailleurs, qui est quand même très très effrayante par certains côtés, y compris pour Hamon, certains. Pardonnez-moi, l'enthousiasme. Oui, donc tout ça c'est pour ça que les scores très distants qu'on voit actuellement dans les sondages, moi j'y crois pas. Je pense que tout ça va se resserrer autour de 15-20%. Et franchement, on n'est pas là à faire des pronostics. Je pense que personne ne savait les faire en 2002, personne ne saura les faire là. Donc, on est bien d'accord. Justement, la seule chose utile qu'on puisse faire, je crois, c'est de parler du fond, pour que au moins les électeurs puissent se faire une idée. Alors je reviens sur cette assemblée de la zone euro, 100 à 150 membres, députés, membres, ministres, décidément. L'Allemagne, donc, nous verrons ce qu'elle dira. C'est-à-dire que, imaginons, Benoît Hamon arrive au pouvoir, il est président de la République, il va voir Angela Merkel tout de suite, si j'ai bien compris, et il lui dit, voilà, on change les règles en Europe. Qu'est-ce qu'on fait des traités d'abord? On les dénonce? Non, parce que ça s'ajoute justement. Il y a un travail vraiment très précis juridique qui a été fait par Stéphane Diennet, Guillaume Sacris, Antoine Vogel, qui sont des grands spécialistes de droit européen, qui se sont entourés de beaucoup de spécialistes européens dans tous les pays européens. Et il est possible de conserver
les traités tels qu'ils existent et simplement de démocratiser ce qui, pour l'instant, ne l'était pas. Donc on garde les traités, mais simplement on donne le place pouvoir à cette assemblée démocratique. Alors qu'actuellement, qui siège à Bruxelles, par exemple. Bruxelles, à Strasbourg, oui, bon, moi je n'ai pas d'opinion là-dessus. Et le Parlement européen, il devient quoi? Alors le Parlement européen, c'est l'Europe à 28. Enfin, peut-être bientôt à 27. Ça, c'est uniquement pour les pays de la zone euro. De la zone euro. Donc c'est quand même très différent. Et surtout, c'est ouvert évidemment à tous ceux qui voudront rentrer dans la zone euro. Ça fait une chambre, un parlement supplémentaire. Non, parce que ce sont les députés nationaux à qui on demande un travail supplémentaire. Et ce travail supplémentaire, c'est de se dire, attendez, maintenant vous pouvez pas juste vous défausser sur l'Europe et dire que vous en avez marre de Bruxelles, etc. Vous allez devenir, en même temps que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député au Bundestag, eh bien, une semaine par mois, ou quand il le faudra, l'Assemblée de tous ces députés de l'Assemblée nationale, du Bundestag, du Parlement italien se réuniront à Bruxelles, avec aussi des députés européens, puisque donc là, dans la composition qui est proposée, qui est une proposition ouverte sur laquelle on peut discuter, il y a 80% des membres représentent les parlements nationaux, en proportion de la population de chaque pays et en proportion des groupes politiques présents dans chacun des parlements nationaux, et 20% viennent du Parlement européen, également en proportion des groupes politiques, de façon à avoir une très forte légitimité démocratique. Mais comment va-t-on choisir ceux qui iront siéger en plus? Alors, les députés français, par exemple, qui iront siéger en plus dans cette assemblée de la zone euro. Ce qui est proposé ici, c'est que ce soit en proportion des groupes politiques. Donc je prends un exemple. Dans le cas de l'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé, ils auraient donc 24 membres sur 100. Membres. Il y aurait actuellement, vu la composition du Bundestag, 12 membres issus de la CDU-CSU, donc la droite allemande, 8 membres issus du SPD. Et c'est la CDU qui va choisir les 12 membres. Alors là, ce qui est prévu dans le traité, c'est effectivement, après, chaque État membre et donc chaque assemblée décide comment, au sein des groupes politiques, donc vous savez, c'est quand même assez limité comme marge de manœuvre, mais parce qu'on veut que la pluralité politique s'exprime au sein de chaque délégation. C'est ça le point important. C'est-à-dire que on se rendrait compte dans cette assemblée que tous les Allemands sont pas de la même opinion, tous les Français sont pas de la même opinion. C'est-à-dire que même au sein de la droite allemande, il y a des opinions très différentes. Parce que le drame des institutions européennes actuelles, c'est que ça projette pays contre pays. Pourquoi? Parce que la structure de pouvoir actuellement, je crois que des fois les institutions européennes, c'est très compliqué. Donc les gens oublient. La structure de pouvoir essentielle aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres des Finances de la zone euro. Et là, c'est une personne, le ministre allemand, qui représente 82 millions d'individus. Une personne, le ministre français, 67 millions. Une personne, le ministre grec. Le résultat, c'est que c'est pays contre pays et on n'arrive pas, finalement, à prendre des décisions. C'est-à-dire que ce Conseil des ministres des Finances, il nous annonce régulièrement, au milieu de la nuit... ne va jamais accepter d'être mise en minorité régulièrement, de prendre ce risque. Mais, écoutez, je pense que l'Allemagne est beaucoup plus attachée aux valeurs de l'union parlementaire, la démocratie parlementaire, parfois que nous, pas toujours, mais non, je pense qu'en tout cas, et ce serait vraiment faire une erreur de penser qu'il y a que nous qui sommes attachés à la démocratie. Je pense que jusqu'ici, vous savez, jusqu'ici, les propositions d'union parlementaire et politique sont plutôt venues de l'Allemagne. En particulier, Joschka Fischer, quand il était ministre des Affaires étrangères de Schröder. Vous savez, on parle souvent de Schröder, tout ça. Mais à cette époque-là, en 2000, il avait fait un grand discours à Berlin dans lequel il proposait une chambre européenne qui serait basée sur les parlements nationaux, qui ressemblait beaucoup à ça. À l'époque, la gauche française et les dirigeants politiques français, dans leur ensemble, n'avaient même pas daigné lui répondre. Et on s'était retrouvé finalement avec un traité constitutionnel en 2005 qui lui était beaucoup plus conservateur, beaucoup moins démocratique et qui proposait pas ce type d'innovation démocratique. Donc je pense que la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que la France, à un niveau très élevé, enfin arrête de se plaindre et reprend l'initiative en mettant sur la table un projet de traité dont je veux juste dire qu'il est disponible en ligne pour tous ceux qui le veulent. Donc moi j'en appelle simplement à tous ceux, que ce soit des électeurs de Mélenchon, de Hamon, de Macron, de Fillon, de Le Pen, de ceux qui savent pas, juste de mettre d'aller en ligne, de mettre traité de démocratisation Jean-Marie Le Pen, de la gouvernance de la zone euro. D'abord, et chez Marine Le Pen. Aujourd'hui, l'idée est simple. Oui, mais l'idée est simple. On sort de la zone euro. Donc oui, mais vous savez, il y a beaucoup de leurs électeurs. Que répondez-vous justement à Marine Le Pen qui croient pas à cette sortie de l'euro. Que répondez-vous à Marine Le Pen justement? Quand elle dit la seule solution aujourd'hui c'est de quitter la zone euro, c'est d'abandonner l'euro. Je lui réponds. Je parle même pas de l'Union européenne, je parle de l'euro. Je lui réponds que si on veut taxer les multinationales de façon juste, qui actuellement les multinationales paient moins d'impôts que nos petites et moyennes entreprises, eh bien c'est ça la solution, parce que là on transfère entièrement la souveraineté, effectivement, sur le vote de l'assiette et du taux de l'impôt sur les sociétés à cette assemblée de la zone euro. Et je lui dis que c'est ça
la façon de pouvoir taxer les multinationales au moins autant que les PME. Parce que la souveraineté nationale en matière d'impôt sur les sociétés, c'est devenu une illusion. Ça consiste à tous se faire avoir par les multinationales. Et je lui dis que si elle était au pouvoir, eh bien, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle ferait du dumping fiscal. Ce qui est exactement ce que fait Trump. Parce que quand vous vous retrouvez tout seul dans votre coin avec une logique nationaliste, bah finalement, pour attirer les investissements... Certains économistes estiment que c'est la solution. Pardon. Le dumping fiscal? Toujours plus de dumping fiscal? Certains économistes disent, on taxe, on fait du protectionnisme, parce qu'elle propose du protectionnisme, on taxe tous les produits qui viennent de l'extérieur, 3% je crois, elle propose 3%. Oui, bah tout ça se retourne sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Vraiment? Et par contre, les plus aisés, et en particulier les profits des grandes entreprises, avec Trump, le taux d'imposition aux États-Unis va passer de 35 à 15%. Et moi, je fais le pari que si Marine Le Pen, par malheur, arrivait au pouvoir, eh ben, elle ferait la même chose. D'ailleurs, c'est son modèle. Elle ferait du dumping fiscal, parce que la course au nationalisme, c'est pas ça qui permet de réguler le capitalisme. Mais quand elle nous donne comme exemple d'éviter la question de la régulation du capitalisme, parce que Marine Le Pen, avec ses petites mains et toute sa bonne volonté, bah, c'est pas elle qui va taxer Mais Facebook Thomas et Piketty, Google, quand elle nous donne hier, elle était là à votre place, elle nous donnait l'exemple de la Suède. Elle dit la Suède n'est pas dans la zone euro et son économie est florissante. Elle a gardé sa monnaie. Oui, enfin, donc l'économie française, si nous avions le franc, aujourd'hui nous serions en bien meilleure santé économique. C'est vrai ou c'est faux? Alors, 2 points. D'abord, la Suède, elle a un État-providence, ce serait une bonne chose, et elle a une tradition d'accueil envers les plus pauvres, envers les réfugiés. C'est vrai. Si Marine Le Pen se mettait à défendre ça, bienvenue, quoi. Hein. Donc elle peut pas choisir comme ça ce qui l'arrange dans la Suède. Deuxièmement, ce qui est vrai, c'est que l'euro actuellement fonctionne mal. Et qu'effectivement, il y a des pays en dehors de l'euro qui s'en sortent très bien. Et donc, ça sert à rien de dire aux gens, écoutez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est pour ça que moi je pense que le discours consistant juste à dire on peut pas sortir, c'est interdit, est un discours qui, à la fin des fins, ne marchera pas et mènera à l'explosion. Le statu quo n'est pas une option. Et c'est là que Macron et Fillon me font peur. Parce qu'avec leur statu quo, qui est de dire, voilà, on va continuer le quinquennat Hollande en plus libéral et tout ira bien, eh bien, je pense que tout ça, ça mène possiblement à l'explosion, soit une victoire de l'extrême droite en France dans 5 ans, si ce n'est cette année, soit dans un autre pays européen qui peut être en Italie, un nouveau référendum de sortie, parce que la zone euro actuellement ne fonctionne pas. Pourquoi elle fonctionne pas? Parce qu'on a eu cette illusion de créer une monnaie sans gouvernement, sans État, sans impôts. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut ajouter une assemblée de la zone euro. Parce que si on veut faire fonctionner une monnaie, on peut pas tout demander à une banque centrale européenne pour sauver les différents pays. On a besoin d'un impôt en commun qui soit juste. On a besoin d'un plan de relance. Vous savez, tout le monde aime Erasmus en Europe. Mais Erasmus, actuellement, c'est ridicule. C'est 2 milliards d'euros par an, alors que les intérêts de la dette qu'on se repaye à nous-mêmes en zone euro, c'est 200 milliards. Alors je dis pas qu'il faut exactement inverser les deux chiffres, mais on pourrait un peu que ça se rapproche. Et ben c'est exactement ce qu'une assemblée démocratique de la zone euro pourrait voter. C'est-à-dire que là, on est très précis, on lui transfère la compétence sur un budget de la zone euro qui serait alimenté donc par cet impôt sur les sociétés commun, qui rapporterait de l'ordre de 1% du PIB européen, donc de l'ordre de 100 milliards d'euros, qui permettrait d'avoir un vrai budget d'investissement dans la formation, dans les énergies renouvelables. Alors j'ai une dernière question. Ça c'est du concret. Et alors, à nouveau, ça n'a jamais été mis sur la table par la France. Alors, vous avez mis ça sur la table dans le cadre de cette campagne amont, mais moi j'ai hier, Marine Le Pen, encore une fois, parce que je suis là aussi pour reprendre ce qu'elle disait et surtout pour vous entendre répondre, mais elle disait hier, depuis que l'euro est en place, la vie est beaucoup plus chère. C'est vrai ou c'est faux ? Non, ça c'est fantasmatique. C'est vrai ou c'est faux? C'est fantasmatique. Complètement fantasmatique. Si on regarde l'évolution du pouvoir d'achat en Angleterre depuis la création de l'euro, au Royaume-Uni par rapport aux pays de la zone euro, au Danemark, en Suède, ça va ni mieux ni moins bien. Enfin, je veux dire, c'est juste pareil. Donc là, elle raconte n'importe quoi. Mais de toute façon, elle a un problème avec les chiffres. Hein, Marine Le Pen, elle est vraiment très très fâchée avec tout ça. Elle raconte ce qui lui fait plaisir. Bon, la vérité, c'est que nous avons 2 candidats, une candidate qui vraiment veut sortir de l'euro, un autre candidat, Mélenchon, qui lui veut pas tout à fait sortir de l'Union européenne, mais imposer, renégocier. Sans trop dire comment. Nous avons un candidat central qui est Benoît Hamon, finalement, qui fait des propositions pour rénover l'Europe, comme vous venez de le présenter. Et puis nous avons 2 candidats qui veulent que ça continue. C'est votre vision des choses sur l'Europe. Je crois que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire que je pense que la différence, c'est que Mélenchon, et en particulier les électeurs de Mélenchon, par rapport aux électeurs de Marine Le Pen, c'est peut-être plus facile de les convaincre qu'il y a une voie pour réformer l'Europe. Les électeurs de Marine Le Pen, en tout cas le noyau le plus radicalisé, malheureusement n'y croient plus à toute possibilité de transformer l'Europe. Les électeurs de Mélenchon, en principe, il y a une logique de plan A, on améliore le fonctionnement de l'Europe, plan B,
on s'en va. Le problème, c'est que Mélenchon, il parle surtout du plan B. Et donc, moi, je voudrais, ce qu'on veut faire avec ça, c'est surtout parler du plan A. C'est-à-dire comment gouverner l'Europe. Cette proposition, elle n'est pas parfaite, mais vous avez bien besoin de démocratie, d'assemblée. Vous pouvez pas juste avoir les chefs de gouvernement. Et c'est la même question d'ailleurs pour Marine Le Pen, parce que le jour d'après, après son référendum, qui va aller négocier en notre nom pour avoir des accords? Parce que vous voyez, regardez le Royaume-Uni aujourd'hui, il est sorti, sauf que le lendemain matin, il veut un accord commercial, libre circulation des personnes ou pas. Et vous croyez qu'il faudra lui faire confiance comme ça à Marine Le Pen pour aller négocier en notre nom avec les autres chefs d'État, Merkel ou autres, et c'est elle toute seule comme ça qui va décider? Dans tous les cas, il nous faut une assemblée, il faut de la démocratie, et c'est sur ce terrain qu'il faut avancer en Europe aujourd'hui. Thomas Piketty, pour un traité de démocratisation de l'Europe, c'est aux éditions du Seuil. Merci, il est 8h56. Vous êtes sur RMC, BFM TV.